Bonjour à tous. Il y a une idée qui a été développée en mars 2020, qui nous a été imposée, et sur laquelle je voulais revenir avec vous aujourd'hui parce que cette idée me semble assez dangereuse, qui est celle de dire que le droit serait un obstacle à l'action. Et que face à un événement que l'on considère exceptionnel, voire d'urgence, eh bien, il serait possible de mettre de côté le droit, c'est-à-dire les règles fondamentales à une société, les règles de droit fondamental attachées aux personnes, pour pouvoir agir, parce que le droit serait un obstacle à l'action. Alors, pour vérifier si cette affirmation est vraie, et en quel sens elle pourrait être vraie, je voulais revenir avec vous sur les états d'urgence d'abord, et comprendre en fait dans l'histoire si cela se vérifie. Vous savez que l'état d'urgence a été créé dans les années 50 au moment du conflit algérien. Il y en a eu deux, et qui d'ailleurs, deux états d'urgence qui n'ont absolument pas résolu le conflit, puisque ce sera une solution finalement de droit classique, c'est-à-dire un accord, qui verra l'indépendance d'un pays, d'une nation, qui était d'ailleurs réclamée depuis le début. Donc c'est une solution de droit classique et non pas d'urgence qui mettra fin au conflit algérien. Il en a été de même avec la crise qui a eu lieu en Nouvelle-Calédonie. Là aussi, il y a eu un état d'urgence qui d'ailleurs n'a pas résolu la situation. Là aussi, il faudra des négociations parfaitement classiques et politiques et des référendums sur l'autonomie de la Nouvelle-Calédonie. C'est donc là aussi des solutions classiques qui ont permis de résoudre la problématique de la Nouvelle-Calédonie et non pas les états d'urgence. En 1995, au moment des émeutes des banlieues, l'État, là aussi, avait déclaré un état d'urgence. Cela n'a d'ailleurs pas amené de solution dans les banlieues. Et on est reparti là aussi dans une politique parfaitement classique de subvention et d'aide à l'emploi, politique que je connais très bien puisque c'est dans ce cadre-là que j'ai travaillé dans ces quartiers et où les préfectures, en effet, finançaient des emplois qui permettaient d'aider les personnes de ces zones géographiques. En 2015-2017, il y a eu ces vagues terroristes. Là aussi, il y a eu un état d'urgence qui a été déclaré. Et là aussi, eh bien, vous le constatez vous-même en lisant l'actualité, cela n'a rien résolu du tout. Et nous sommes aujourd'hui plongés à nouveau dans un droit classique de prévention normalisée du terrorisme. Et enfin, en 2020, donc arrive ce fameux virus qu'on considère exceptionnel, et donc on enclenche là un état d'urgence mais sanitaire, et depuis cette date-là, vous voyez que rien ne s'arrange, au contraire, tout s'aggrave. La France n'a jamais été autant endettée, notre capacité d'action économique est fortement réduite, et même, on peut avoir un petit peu des craintes pour l'avenir avec l'inflation, comme je vous ai dit, l'élèvement des taux directeurs qui risque d'avoir bientôt lieu. Plusieurs indications nous mettent la puce à l'oreille. Et en tous les cas, vous voyez comment l'état d'urgence ne permet pas là aussi de résoudre cette crise. Et à terme, si on en regarde l'histoire et les déductions, eh bien, il faudra à nouveau retourner dans le droit classique, respectueux des droits fondamentaux, pour trouver une solution raisonnée à un problème qui aurait dû d'ailleurs être traité par le droit classique depuis le début. Ce que nous montre l'histoire, c'est que les états d'urgence, les états d'exception, n'ont jamais apporté de solution aux crises que nous rencontrions, parce que tout simplement, la logique juridique possède en elle-même la capacité de faire face à ces situations. Faut-il encore les connaître? Faut-il encore les avoir assimilées? Et faut-il encore les accepter? Et c'est vrai que c'est compliqué des fois de laisser les autres libres, mais pourtant c'est souvent la meilleure des solutions pour pouvoir agir, c'est-à-dire de permettre aux personnes de pouvoir développer des solutions dans le cadre du droit et le respect de chacun. Dernièrement d'ailleurs, j'étais invité à une réunion pour parler des droits de l'enfant. Et j'ai pas pris la parole dans cette réunion pour différentes raisons, mais j'aurais voulu précisément leur expliquer ce que je suis en train de vous dire sur les états d'urgence,
que les états d'urgence n'ont pas d'utilité en droit et que d'ailleurs les parlements s'arrogent un droit qu'ils n'ont pas, puisque quand on regarde dans le fond, ces états d'urgence ont le même support juridique. Ce sont des lois, ce sont des décrets, et rien n'indique en termes de droit, en termes juridiques, qu'une loi d'exception peut être supérieure à une loi classique. Ce sont toutes les deux des lois, ce sont tous des décrets d'application, et finalement, jamais aucun élu n'a été élu pour pouvoir voter des lois pour s'absoudre du droit classique, ni même le Conseil constitutionnel, ni même les membres du Conseil d'État. S'ils ont été élus, s'ils ont été nommés à ces postes-là, c'est pour respecter le droit classique, c'est pour respecter les fondements du droit et le respect des traités que ratifie l'État, et non pas pour s'y absoudre et dire « Ah, ben j'ai pas à les respecter parce que je serai face à une situation quelconque d'urgence qu'on considérait exceptionnelle ». Vous voyez que dans le fond juridique, cette théorie qu'on pourrait s'absoudre du droit pour pouvoir agir, non seulement est fausse, mais en plus est abusive, puisque elle est souvent basée sur des droits que l'on considère que nous avons alors que nous ne les avons pas. Et donc je vous disais que j'avais été invité pour parler du droit de l'enfant, j'aurais voulu leur expliquer cela, et notamment en leur donnant un exemple très simple. J'ai noté dans des règlements intérieurs d'école qu'une petite phrase a été écrite que le règlement de l'école n'était plus applicable quand il y avait un protocole sanitaire qui s'appliquait à l'école et qui venait d'une loi d'exception et qui considérait donc comme supérieur. Or, cela pose un problème de fond. C'est que vous savez par exemple que dans ce protocole, le consentement d'un seul des parents suffit, par exemple, pour vacciner un enfant. Cela pose un problème puisque vous savez qu'en droit international, justement la Convention relative aux droits de l'enfant, donc a ratifié la France, et il est écrit donc à l'article 18, à son alinéa premier, que ce sont les deux parents qui ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. Donc vous voyez, on a dans le droit international une convention qu'a ratifié la France, qu'elle doit appliquer de par sa constitution, qui doit respecter la décision des parents, des deux parents en commun accord, commune, alors que dans ce droit d'exception, ça serait qu'un seul parent qui devrait décider. Et l'établissement nous apprend que dans son droit intérieur, donc dans son règlement intérieur, elle pourrait s'absoudre finalement des conventions internationales qu'a signées la France, tout simplement parce qu'on lui a dit administrativement qu'elle devait ne plus respecter ces conventions. Et vous voyez dans quelle situation on est. C'est-à-dire qu'à ne plus respecter les conventions, les droits fondamentaux, eh bien on arrive un peu à une sorte d'anarchie, c'est-à-dire où chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Il suffit qu'on dise « Ah ben, pour agir, il faut qu'on s'absout du droit », eh bien on y va, on fait un peu n'importe quoi. Et c'est cela dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est que respecter le droit classique, respecter les fondements juridiques, et notamment les droits fondamentaux et les libertés personnelles, ce n'est pas un obstacle. Et je dirais même au contraire, c'est une possibilité d'agir, c'est une possibilité d'action. Revenons en mars 2020. Si on n'avait pas fait l'état d'urgence, qu'est-ce qu'on aurait été obligé de faire? On aurait agi avec le droit classique. Et le droit classique, il aurait fait quoi? Il aurait tout simplement donné la possibilité aux médecins de soigner. Il aurait mis en place des hôpitaux de fortune, qu'on appelle de fortune. Il aurait mobilisé les moyens, mais non pas pour mettre des gardes un peu partout et empêcher les gens de circuler, mais au contraire pour les prendre en charge. Parce que c'est ce qui était écrit dans le droit classique. Et vous savez, cette solution dont je suis en train de vous parler, eh bien, elle viendra. Parce que ce que nous apprend l'histoire et ce dont je vous ai raconté au début, c'est que tous les états d'urgence finissent tous de la même façon. Ils montrent souvent leur inefficacité jusqu'au moment où eh bien, les gouvernants qui viennent par la suite, souvent qui remplacent cela, eh bien, vont agir dans le droit classique et vont trouver finalement des solutions qu'on aurait pu avoir depuis le début, mais qu'on n'a pas voulu avoir pour différentes raisons, souvent d'ordre de politique intérieure, voire internationale, voire économique. Parce que souvent, en effet,
le droit fait obstacle aux intérêts financiers bien plus qu'à l'action politique. On peut agir avec le droit classique et il faut bien le noter, et c'est pour cela qu'aujourd'hui je vous fais ce message. Rester dans la légalité du droit n'est pas une difficulté, c'est au contraire une possibilité d'agir, et cette possibilité d'agir, nous devons l'embrasser, nous devons y aller, nous devons la respecter, parce que respecter l'autre, respecter le droit, respecter les droits fondamentaux, c'est respecter l'avenir, c'est respecter notre terre, c'est respecter l'homme, c'est dire enfin un grand bonjour à l'avenir. Je vous remercie et à très bientôt.